Sauf que Moulay Mbarak, il a bien signalé que cette piste, elle peut être minée. Ça veut dire qu'on aura beaucoup d'obstacles. Et c'est pourquoi il nous faudra un balisage juridique. Et c'est de là que je vais vous introduire notre intervenant, Dr Mohamed Maoud, qui est docteur en pharmacie, donc c'est un fin connaisseur de l'environnement officinal et de l'environnement de l'exercice de la pharmacie au Maroc, mais aussi il est expert et docteur surtout en droit. Donc tout ce qui est question juridique est là. Vous aurez, autant qu'être pharmacien et qu'association représentative des aides-pharmaciens et des collaborateurs en pharmacie, vous aurez intérêt à mieux comprendre dans les lois, dans les textes, parce qu'il sera question de votre avenir, de notre avenir ensemble, parce que si on n'arrive pas à amender cette loi telle qu'elle est, il va y avoir tout simplement une paralysie. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Dr Maoud Mohamed justement pour nous présenter sa présentation. Je vous remercie. Élémentaire de bienséance, de saisir cette occasion pour remercier l'association Tedamon de m'avoir invité pendant les travaux de cette journée pour la Conforma 2016. Voilà, je suis très honoré d'être présent parmi vous. C'est la première fois que j'interviens auprès de collaborateurs en pharmacie. Et là, je suis vraiment très touché par la qualité de l'organisation. C'est très bien organisé. Le choix du site, la qualité des intervenants. Et ça fait plaisir de voir une salle, une si grande salle, toute remplie de personnes attentives qui suivent avec beaucoup d'intérêt les interventions. Et donc ça fait énormément plaisir. Parler des acquis de l'expérience professionnelle, reconnaissance et validation, c'est un thème pour lequel j'avais beaucoup de... Je redoutais à un moment, surtout passer après des orateurs de qualité donc, qui ont balisé le terrain, qui ont dit beaucoup de choses. Je pense qu'il ne me reste pas grand-chose à dire. Mais je vais essayer de faire une autre approche, de parler d'autre chose pour être complémentaire donc, avec les propos de mes amis. On parle d'être pharmacien, de préparateur en pharmacien, donc on attribue autant de statuts. On parle même de la profession de préparateur en pharmacie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'en fin de compte, nous sommes une équipe professionnelle, nous exerçons le même métier. Nous avons la même profession, qui est la pharmacie. Il y a une seule pharmacie, donc une activité, un métier qui se rapporte à la fabrication, la détention et la dispensation des médicaments. Donc il y a un seul médicament, donc il n'y a pas un médicament qui est fabriqué par un pharmacien et dispensé par un pharmacien, et un médicament qui est fabriqué par un préparateur et dispensé par un préparateur. Donc il y a un produit, il y a une activité et un seul métier qui est exercé par tout le monde. Nous sommes complémentaires, on collabore ensemble. Sauf qu'il y a des différences de statut. Je préfère qu'on parle de statut de pharmacien, de statut de préparateur en pharmacie, plutôt que de parler de métier ou de profession. Donc les acquis de l'expérience professionnelle, je pense qu'ils sont indissociables des acquis du métier lui-même. Le métier de la pharmacie ou le métier de pharmacien, donc il est séculaire voire millénaire, donc il est passé par plusieurs étapes. Donc il a fallu beaucoup de temps pour trouver sa légitimité, pour acquérir des acquis. Donc des acquis, une reconnaissance, une indépendance, pour par la suite devenir un métier. Et par conséquent, donc, les acquis du métier, les acquis de la profession, donc se répercutent sans aucun doute sur le professionnel, sur sa qualité. Donc, permettez-moi de dresser rapidement une petite esquisse historique de ce métier, de cette pharmacie. La légitimité qu'elle a acquis à travers les siècles, à travers le temps, pour devenir non pas un métier, donc une besogne manuelle qui était exercée par des préparateurs, pour devenir une science. Une science, donc avec tout ce qu'on nous connaissons actuellement. Donc la pharmacie, donc, au début de l'Antiquité, elle était toujours
médecine. Il n'y avait pas de métier de pharmacien, donc c'était à la fois le médecin qui était prescripteur et en même temps qui était donc, le dispensateur du médicament. C'était lui-même qui préparait ces médicaments. Et donc, ce n'est que pendant le XIIIe siècle que nous avons assisté donc, à l'émergence et à l'apparition de 3 métiers de la santé qui sont distincts, si vous voulez. Donc, il y avait la médecine, la chirurgie et le métier d'épicier apothicaire, donc, qui était l'ancêtre du pharmacien. Mais les deux derniers, c'est la chirurgie et l'art de préparer les remèdes, étaient depuis toujours sous le contrôle du médecin qui exerçait donc un droit de regard sur l'exercice de cette profession. Par la suite, donc avec l'évolution des techniques, avec l'évolution de la science et des savoirs, donc nous sommes passés à une véritable professionnalisation de la pharmacie. Et à l'époque, on parlait de l'art d'apothicaire. Là, c'est une petite image donc, des anciens pharmacies traditionnels, des apothicaires où étaient donc, détenus et fabriqués des médicaments donc, d'une manière manuelle. Malheureusement, on ne fait plus ça. Nous sommes actuellement à l'ère de l'industrie et donc, ce genre de choses ne se font plus. Donc, ce n'est qu'au XIIIe siècle, alors qu'avec la croissance, l'augmentation de la population, la croissance des villes, donc en Teglo, se sont apparus plusieurs corps de métiers, c'est des corporations, et le métier d'apothicaire faisait partie de ces corporations donc, qui sont apparues donc, avec l'ampleur devait prendre des villes. Donc là, l'apothicaire, l'ancêtre du pharmacien, ce terme, ce métier donc, a été reconnu qu'à travers donc, le livre des métiers donc, qui était rédigé donc, pendant le XIIIe siècle par Étienne Boileau, qui était le préfet de Paris, c'est l'équivalent du maire ou du préfet, donc où il a assimilé à l'époque les apothicaires aux épiciers et aux herbiers. Donc là, donc, ça peut choquer, mais l'histoire nous enseigne qu'à l'époque, c'est vrai, il y avait une confusion entre le métier d'épicier et le métier d'apothicaire, c'est-à-dire l'homme du médicament et l'homme du janus, dans la mesure où ils s'approvisionnaient. Donc il y avait un seul chemin, c'était le chemin des épices. On apportait de l'Orient les épices et en même temps les matières premières et les plantes médicinales qui étaient utilisées en pharmacie. Et donc à cette époque, donc, il y avait une confusion entre les métiers qui a disparu par la suite, donc, avec la mise en œuvre par les pouvoirs à l'époque qui était en cours de normes de droit, donc, qui était à même donc, de séparer les métiers, d'où on avait assisté à la spécialisation de l'art d'apothicaire. Et donc l'assimilation de ces deux métiers qui étaient semblables devait à un certain moment disparaître. Et c'est grâce donc, à un édit du roi Charles VIII, c'était au XVe siècle, un édit c'est l'équivalent d'une loi, c'est-à-dire où on trouve un certain nombre de règles et de recommandations. Et c'est à travers cet édit qui concerne l'exercice de la profession d'apothicaire à Paris et le privilège de corporation, chef-d'œuvre et apprentissage, c'était l'intitulé de cette loi. Et là, donc, on va la passer rapidement. Donc, elle était écrite, bien sûr, dans l'ancien français, l'ancien français, donc on appelait à l'époque le François. Donc, et là, donc, dans cet édit, on pouvait noter que dorénavant, défense est faite à tout épicier de se mêler du fait et vocation d'apothicaillerie sous ordre d'avoir serviteur apothicaire, c'est-à-dire pharmacien, qui voudrait tenir dans sa maison si le dit épicier n'est pas lui-même apothicaire, connaissant et approuvé au dit métier et qui lui demeurait et servi en celui métier d'apothicaire l'espace de 4 ans. Donc il fallait un compagnonnage et une formation pendant 4 années pour accéder au titre d'apothicaire, donc l'ancêtre du pharmacien, et fait les services et garder les solidarités sur le risque, c'est-à-dire faire preuve d'une habilité, d'un savoir-faire en ce qui concerne la préparation des médicaments. Et bien sûr, cette ébauche de loi qui avait servi à séparer l'apothicaire ou bien le pharmacien de la médecine et d'en faire un métier indépendant a été donc repris par plusieurs autres lois, notamment par Louis XII au XVIe siècle, par François Ier au XVIe siècle, également par Henri IV le XVIe siècle, et surtout par le roi Louis XVI
qui, par sa déclaration royale en 1777, avait instauré la pharmacie en tant que métier indépendant, en tant que profession indépendante. Donc c'était le point de départ de ce métier, donc c'était de l'indépendance de ce métier, et il avait instauré donc, mis en place le collège de la pharmacie. Et bien sûr, par la suite, il y a eu la concrétisation, la consécration plutôt, de la profession pharmaceutique, donc, qui était déjà annoncée, comme on vient de le voir, par la déclaration royale du roi Louis XVI en 1777, qui a été confirmée par la suite par la révolution, par la législation plutôt révolutionnaire, et c'est la loi du 21 Germinal en 9 qui constitue le point de départ donc, de l'ensemble de la réglementation pharmaceutique, qui accorde donc, un monopole sur un métier aux seuls donc, professionnels qui étaient à l'époque les pharmaciens. Et donc, pour faire vite, donc, cette loi donc, de Germinal donc, a instauré, donc, a mis en place un certain nombre donc, de graphiques qui sont toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'en est-il? Donc là, c'était un petit rappel historique de ce qui s'est fait ailleurs, surtout donc, en Europe, mais qu'en est-il au Maroc? Au Maroc, comme vous le savez, donc, avant la venue des Français, avant l'installation du protectorat français, l'exercice de la pharmacie était un exercice qui s'exerçait d'une manière donc, assez anarchique. Il y avait donc la coexistence de plusieurs formes donc, de pharmacie. Il y avait la pharmacie traditionnelle que vous connaissez, c'est-à-dire la pharmacie exercée donc, par des indigènes, qu'on appelle à l'époque des indigènes, et qui sont la chèvre, la table, etc., donc les droguistes, etc., donc qui faisaient de la médecine, de la pharmacie plutôt traditionnelle, qui avait donc des plantes, des mélanges de poudre, des cristaux, des queues de serpent, etc. Donc tout ça était utilisé dans la préparation des remèdes. Et en même temps, il y avait donc l'existence de pharmacies modernes, c'est-à-dire de pharmacies modernes telles que nous les connaissons aujourd'hui dans le fort moderne, c'est-à-dire des officines modernes dans lesquelles étaient préparés donc des remèdes et disposés aux patients. Sauf qu'à l'époque, comme le Maroc, on ne va pas trop faire de rappel historique, le Maroc à l'époque, donc avant l'installation du protectorat français, était un pays sous capitulation. Il y avait plusieurs étapes capitulaires. Et bien sûr, donc, il y avait plusieurs pharmaciens étrangers que chacun d'entre eux était soumis à la propre législation de son pays d'origine. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de véritable législation pharmaceutique qui encadrait l'exercice de la pharmacie. Et donc il y avait plusieurs étrangers, chacun était soumis à la législation propre de son pays. Et en même temps, et c'est là donc, la principale intervention donc, du législateur donc, du protectorat, c'était de faire face à des praticiens non diplômés. Il y avait en même temps, donc, à côté des pharmaciens étrangers diplômés, il y avait des pharmaciens, des praticiens plutôt. On ne peut pas parler de pharmaciens parce qu'ils n'étaient pas diplômés en pharmacie, mais c'était des praticiens qui étaient tolérés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des titulaires d'un diplôme de pharmacien, mais qui exploitaient et qui avaient donc ouvert des pharmacies et qui préparaient et détenaient donc des médicaments, c'est-à-dire qui exerçaient donc toutes les pratiques qui étaient réservées à des professionnels. Et bien sûr, donc, la première chose donc, qu'avait fait donc, le législateur du protectorat, c'était de mettre en place une législation propre donc, à la pharmacie et en même temps, dans le but de donner des garanties donc, aux usagers, c'est-à-dire, et c'est l'objet même de la législation actuelle, c'est la sécurité du patient, c'est-à-dire préparer des médicaments de qualité et de sécurité ne présentant pas de danger et pour les utilisateurs. Et bien sûr, donc ils devaient faire face à la prolifération de ces praticiens qui exerçaient donc, sans être possesseurs de diplôme, c'est-à-dire n'ayant pas suivi de formation académique dans ce sens.
Et bien sûr, là, ça rejoint un petit peu l'objet donc, de ces rencontres, c'est-à-dire quels sont les moyens de penser, comment valider des acquis dans le cadre d'une période transitoire. Donc là, c'est une situation qui s'était déjà posée il y a un siècle déjà, c'est-à-dire il y a 103 ans. Donc, à l'époque, il y avait des pharmaciens, des praticiens qui exerçaient, qui étaient tolérés, qui n'avaient pas de suivi de formation, qui n'étaient pas diplômés, mais derrière, il y avait des droits acquis. C'est des gens qui avaient pratiqué pendant des années, et il était inconcevable de venir d'un seul coup et arrêter donc, le système. Donc il fallait donc, penser et réfléchir à une solution donc, à donner à ces cas. Et bien sûr, donc, le législateur à l'époque avait mis en place un examen, donc il avait obligé donc, ces personnes à passer un examen de qualification pour permettre à ceux et à celles donc, qui avaient réussi cet examen de pouvoir donc, se faire prévaloir plutôt de cette notion de droit acquis et de continuer à exercer leur métier pendant toute la durée qu'il leur restait à faire. Et donc, pour être rapide, donc, les acquis de la pharmacie actuelle, donc, ils ont mis du temps donc, à se mettre en place. Donc, ils ont suivi l'évolution du métier de pharmacien, de la législation pharmaceutique. Et bien sûr, donc, ces acquis donc, ont commencé donc, à travers la mise en place des lois et des règlements qui régissent la pharmacie depuis 1913, qui ont été modifiés, changés donc, au gré des circonstances, jusqu'à ces derniers temps où nous avons assisté donc, à la sortie de toute une panoplie de textes donc, qui intéressent la pharmacie en général et le statut de pharmacien en particulier. Donc, tout au long de ces années, donc, il y a eu la consécration d'une profession et la mise en place d'un cadre juridique particulier à la pharmacie. Donc, de 1913 jusqu'à aujourd'hui, donc il a fallu un siècle pour cumuler des acquis et bien sûr donc, pour mettre en place donc, un cadre juridique, un statut pour la pharmacie et pour le pharmacien. Mais qu'en est-il du préparateur en pharmacie, du collaborateur en pharmacie donc, qui a suivi tout ce parcours avec le pharmacien, donc, qui a suivi le pharmacien durant toutes ces années? Existe-t-il un statut particulier du préparateur en pharmacie à même de lui garantir des droits? Est-ce que tout au long de ces années, le préparateur en pharmacie n'a-t-il pas été donc, le parent pauvre de cet effort législatif? Moi je dirais non, parce que depuis 1943, donc, le législateur a commencé à parler donc, du préparateur en pharmacie, du collaborateur en pharmacie, en tant que praticien qui exerce donc, dans une officine et qui accompagne le pharmacien dans son métier. Et bien sûr, donc, on ne peut pas parler d'un vide juridique ou d'un flou juridique, parce que depuis toujours, le statut ou bien la qualité du préparateur en pharmacie a été donc, appréhendé par le législateur. Déjà, après l'indépendance, après que le Maroc ait recouvert son indépendance, quand il y a eu donc, la refonte de la législation du protectorat, c'est les textes français, le législateur marocain, à travers la loi de 1960, donc, qui a constitué le texte de base de l'exercice de la pharmacie, donc, avait prévu des dispositions particulières pour le préparateur en pharmacie. C'est à travers l'article 12 de la loi de 1960 que le législateur avait prévu une disposition qui stipule que tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie. Donc le statut sera fixé par décret. Donc il y avait donc, cette volonté d'assurer aux préparateurs en pharmacie un statut donc, légal qui reconnaît leurs compétences et qui leur assure un certain nombre de droits et bien sûr en conséquence qui leur impose un certain nombre d'obligations.
Et bien sûr, donc, c'était une activité qui était réservée à ces personnes donc, qui répondaient, qui devaient plutôt répondre aux exigences réglementaires. Malheureusement, l'année de 1960 a duré pendant plus de 40 ans parce qu'il n'a été réformé qu'en 2006, donc à la suite de la publication de la loi 1704. Et pendant toutes ces années, ce fameux décret qui devait mettre en place le statut de préparateur en pharmacie n'avait jamais vu le jour. Et bien sûr, donc, après la réforme de ce texte, il y a eu la loi 1704 portant le code du statut du médicament de la pharmacie, portant le code du médicament de la pharmacie qui a été publié en 2006, donc, qui parfois parle d'une manière mitigée, sous-jacente du collaborateur en pharmacie ou du préparateur en pharmacie, et parfois donc, on en parle d'une manière ouverte ou bien expressément. Donc si on prend l'article 108 de la loi 1704, portant le code du médicament de la pharmacie, on trouve une disposition qui est assez intéressante, donc, à travers laquelle le législateur dispose que les médicaments doivent être préparés et dispensés par le pharmacien titulaire ou le pharmacien assistant salarié et autorisé à exercer, ou sous leur surveillance directe. Sous leur surveillance directe, cela sous-entend qu'il y a une tierce personne qui est habilitée donc qui est habilité uniquement à préparer et à dispenser les médicaments. C'est-à-dire préparer et dispenser les médicaments, c'est-à-dire l'acte de préparation. Donc à travers cette disposition, le législateur met en exergue une personne habilitée à préparer les médicaments et de les dispenser. Il n'en parle pas ouvertement, donc il n'attribue pas un statut particulier à cette personne. Sauf que dans la disposition 18, l'article 109, il autorise le pharmacien, dans ses activités de préparation de médicaments, à se faire aider par des préparateurs, se faire aider dans son dossier par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie. Donc ces derniers, ces préparateurs en pharmacie, assument leur part sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, la responsabilité pénale de leur engagé. Donc là, le législateur parle ouvertement d'une personne, d'un professionnel qualifié, donc qui est à même d'accompagner le pharmacien dans ses activités de préparation du médicament et de leur dispensation. Et là, je rejoins dans ce qui a été dit tout à l'heure par mon ami Dr. Billy, c'est-à-dire ce terme de préparateur. Ce terme préparateur est dépassé, parce que de nos jours, la pharmacie, au niveau de la pharmacie, on ne fait plus de préparation. La plupart des médicaments sont fabriqués au niveau de l'industrie et ils sont détenus en vue de leur dispensation. Donc ce terme de préparateur, cet attribut ou ce qualificatif de préparateur en pharmacie, à mon sens, et là je rejoins le CBI, c'est-à-dire qu'il est totalement dépassé. On peut réfléchir à plusieurs intitulés qu'on peut attribuer à ce professionnel, et donc pourquoi ne pas parler de praticien en pharmacie. Un praticien en pharmacie, cela sous-entend donc une personne qui va préparer faire une préparation, préparer des médicaments, qui va faire du conseil, donc qui va prodiguer des conseils aux patients, des conseils sur l'hygiène de vie, sur l'éducation sanitaire, et dispenser des médicaments bien sûr, et donc les accompagner de conseils. Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, donc on exerce le même métier, sauf qu'il y a des statuts différents. Donc peut-être qu'il y a le pharmacien, il y a le praticien en pharmacie, donc qui est un collaborateur, donc, qui fait partie de cette équipe officinale. Donc là, je suis désolé si je fais un peu je presse par excès de juridisme. Là, donc, je reprends donc, une autre disposition de la loi 1704 qui stipule donc exercice. Donc là, on parle de l'exercice illégal de la pharmacie. Au niveau donc, de la loi 1704, on parle donc d'exercer illégalement la pharmacie toute personne qui non munie du diplôme ou du titre visé aux articles 93 et 94, c'est-à-dire des articles qui parlent de l'exercice de la pharmacie, donc pour les personnes qui sont plutôt la condition de l'obtention du diplôme de pharmacien pour pouvoir exercer la pharmacie et pratiquer des actes pharmaceutiques. Donc, et aux yeux du législateur, toute personne qui n'est pas munie d'un titre de pharmacien ne peut pas exercer donc, les actes pharmaceutiques tels que définis par la loi 1704.
Et au niveau de la loi 1704, les actes pharmaceutiques diffèrent selon la nature des actes effectués. L'acte de préparation, on vient de parler, c'est un acte pharmaceutique qui est reconnu que la loi, donne la possibilité aux pharmaciens et à leurs collaborateurs de les pratiquer. Par contre, d'autres actes pharmaceutiques, tels que la dispensation des médicaments, des conseils afférents, etc., ce sont des actes pour lesquels le législateur est resté silencieux. C'est-à-dire, d'une manière implicite, on peut en déduire que ce sont des actes qui ne peuvent être exercés que par le pharmacien ou par un pharmacien assistant. C'est-à-dire que l'interdiction, en principe, devrait être faite pour les préparateurs en pharmacie. Et là, nous sommes devant une situation qui est un petit peu problématique, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau de la pharmacie, nos amis collaborateurs en pharmacie pratiquent des actes, c'est-à-dire au-delà de la préparation des médicaments, on pratique des actes pharmaceutiques de dispensation de médicaments, de dispensation de substances vénéneuses, donc de dispensation de conseils liés à la santé et à l'hygiène de vie, qui en principe devraient être réservés aux seuls pharmaciens. Donc là, il y a un problème qu'il faut absolument solutionner pour éviter les problèmes. Donc, comment solutionner ce problème? C'est par la mise en place d'un statut à même de légitimer la situation du collaborateur en pharmacie, légitimation du statut et de la revalorisation scientifique du métier ou bien de la profession. Et donc là, fatalement, on doit bien sûr sauvegarder les acquis, reconnaître ces acquis, reconnaître l'importance du collaborateur en pharmacie et bien sûr valider ces acquis. Et à mon sens, justement, pour dépasser les problèmes au-delà de la sémantique et au-delà d'autres choses, il y a un problème d'ordre juridique qu'il va falloir solutionner. Actuellement, nous sommes tous dans une situation de flou juridique, un statut mitigé. Donc, heureusement qu'il n'y a pas encore de problème, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais il faut anticiper, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir sur le présent ni sur l'avenir si on ne revisite pas le passé. Et bien sûr, si on revisite de l'histoire, on nous pousse à anticiper les problèmes et à faire vite pour solutionner. La loi, le projet de loi dont mes amis ont parlé tout à l'heure, certes c'est un projet qui rend surtout service à l'État. L'État, à travers ce projet, va un petit peu cadrer les métiers de technicien de santé, quelle que soit la nature d'activité. N'est-ce pas? Mais est-ce que ce texte, même s'il passe comme il est, tel qu'il a été présenté au début par le gouvernement, ou bien même avec tous les amendements qu'on possible imaginer qu'on peut ajouter à ce texte ne va servir à rien. Si ce texte passe, l'employé en formation, le préparateur en formation, le pharmacien peut lui attribuer n'importe quel qualificatif, il lui est interdit de prendre l'initiative et d'exécuter un acte pharmaceutique tel qu'il est prévu par la loi 1704. Donc, en fin de compte, c'est bien de légiférer, c'est bien de faire des textes, et il faut faire et mettre en œuvre des textes intelligents qui ne vont pas contredire les textes existants. Donc, tout d'abord, la sauvegarde des acquis, la reconnaissance et la validation, c'est un processus. C'est un processus qui dépasse la mise en place de lois. Donc, comme je viens de le dire, ça ne sert à rien de mettre des lois intelligentes, des lois modernes, qui vont être heurtées à la non-application. Un processus, une situation de blocage qu'on ne va pas arriver à mettre en œuvre. Mais à mon sens, la reconnaissance des acquis passe tout d'abord par la formation scientifique du préparateur et du collaborateur en pharmacie. C'est-à-dire, tout à l'heure, mes collègues, a parlé de la formation continue, donc le développement professionnel, etc. Oui, donc la reconnaissance passe par la formation continue, passe par l'adoption, bien sûr, d'un cadre légal de l'exercice de la profession. Et dans ce cas, on va
donc parler d'une reconnaissance de droit du professionnel, non pas d'une reconnaissance de fait. Alors, actuellement, c'est une reconnaissance de fait. Tout à l'heure, notre ami, mon collègue, a parlé des formations du préparateur en pharmacie. Là, je vous dis qu'actuellement, oui, je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a une formation de préparateur en pharmacie qui est dispensée au niveau de l'IFCS, l'Institut de formation du travail et de santé, donc qui prépare les jeunes diplômés au diplôme de préparateur en pharmacie. C'est un diplôme qui est reconnu, qui existe. Donc il fait partie, il est prévu par la charte ou bien le texte qui donne vocation à certains établissements de préparer un certain diplôme. Donc il y a tout un cursus de formation. Et bien sûr, les questions, j'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois au niveau de cette formation. Et au terme d'une formation de 3 ans, les lauréats vont obtenir un diplôme délivré par l'État, par le ministère de la Santé, donc préparateur en pharmacie. Et depuis quelques années, ils ne sont plus destinés uniquement au secteur public, donc ils sont même destinés pour le secteur privé. Mais sur un cadre juridique, un cadre légal, donc le cadre légal qui est en train d'être discuté actuellement au niveau du Parlement. Donc ce n'est pas que des contraintes, parce qu'il ne faut pas appréhender toujours la loi sous l'angle de contraintes. La loi, c'est vrai, elle impose un certain nombre d'obligations, mais elle accorde un certain nombre de droits, un certain nombre de nouvelles lois. C'est certainement, c'est une certitude qu'elle va donc accorder, donc elle va reconnaître un statut particulier à ces personnes, donc qui ne pourra être que bénéfique pour leur carrière, pour leur développement professionnel. À titre d'exemple, je parle donc de la contractualisation. C'est-à-dire que la loi, le projet de loi 2514, elle prévoit dans une de ses dispositions l'obligation pour l'employeur, pour le professionnel et pour le préparateur d'être lié par un contrat de travail. Chose qu'aujourd'hui, elle ne se fait pas. Donc, c'est-à-dire que déjà, il y a une situation de sécurité juridique, parce que dans la mesure où ni le pharmacien ni le collaborateur ne peuvent pas exercer le contrôle de la loi, et ils sont obligés de passer un contrat. Donc déjà sur le plan social, donc, il y a une sécurité juridique. Donc un contrat prévoit une représentation légale, c'est-à-dire que les professionnels vont se réunir dans un ordre professionnel, par défaut au niveau d'une association professionnelle représentative. Quel est l'intérêt de cette représentation? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, si un pharmacien, si un préparateur en pharmacie ou un collaborateur commet une faute professionnelle, certes il engage sa responsabilité, certes il va répondre des fautes qu'il a commises, mais il reste toujours sur le plan disciplinaire, sur la tutelle de son employeur. C'est-à-dire qu'il sont régis par le droit de travail. Et son employeur, bien sûr, dispose d'un certain nombre de prérogatives que le Code de travail pour sanctionner ce caractère offensif. Ça va du simple avertissement jusqu'à le licenciement pour faute grave, en passant bien sûr par la mise à pied, etc. Par contre, quand ce professionnel est rattaché à un ordre professionnel ou bien une association professionnelle, sur le plan disciplinaire, il va relever de cette instance, et bien sûr, cette instance qui va le juger conformément à une procédure et qui a même de lui garantir ses droits et lui éviter un certain nombre d'abus. Et bien sûr, la reconnaissance des acquis, la validation, etc., donc passe bien sûr par l'adoption d'un cadre légal qui ne va pas compromettre la situation de tout un chacun, des gens qui ont exercé pendant des années. Certes, la loi, quand elle va être adoptée, elle va rentrer en vigueur, mais il ne faut pas trop s'alarmer. Parce que la loi elle va régir le futur.
c'est l'un des principes généraux du droit, c'est que la loi, même si elle est d'application immédiate, elle ne va gérer que les situations futures. C'est pour ça que certainement, et en principe ça doit être comme ça, c'est-à-dire que le législateur doit prévoir ce qu'on appelle des dispositions particulières. Des dispositions particulières ou bien des dispositions transitoires qui, donc, selon la philosophie même du droit, donc, elles doivent donc exister et doivent accompagner la loi justement pour garantir les droits acquis. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en droit, c'est garantir, c'est-à-dire de préserver les droits donc, qui étaient. Elle ne peut pas rétroagir, bien sûr, donc il va s'appliquer, mais c'est-à-dire qu'il va garantir les situations antérieures à son application. Donc on ne va pas dire aux 30 000 collaborateurs en pharmacie d'aller se passer des examens pour avoir des diplômes. Je trouve que c'est aberrant. Aucun juriste n'aura l'audace de mettre ça sur un projet sur une loi. Là, donc, il faut toujours prévoir, donc, il va falloir prévoir des situations, comme on a dit tout à l'heure, en fonction donc, de la qualité, en fonction, donc, ce sont des situations donc, qui vont être taillées donc, en fonction par catégorie, selon la tranche d'âge, etc. Mais je pense, et c'est là l'une des pratiques de la légistique, c'est-à-dire qu'on ne va pas, je le souhaite d'ailleurs, c'est qu'on ne va pas imposer donc, à 30 000 d'aller rejoindre l'école de l'université et de refaire des études et de passer, donc, de réussir les diplômes. Là, ça ne va pas se faire, je suis convaincu. Peut-être, oui, pour le futur, c'est-à-dire toutes les personnes, donc les jeunes qui vont venir par la suite, là, donc, bien sûr, la loi est générale, elle s'impose à tous, et je pense qu'il faut absolument le faire, et il faut batailler pour que ce soit ici, de prévoir des dispositions particulières, des dispositions transitoires, donc avec de garantir les droits acquis donc, des personnes qui avaient exercé avant sa publication. Et bien sûr, il faut absolument donc, mettre en harmonie donc, le texte avec la loi 1704, c'est-à-dire actualiser la loi 1704. Ne plus parler donc, de préparation et de dispensation des médicaments, mais donc, de garder dans l'article 109 qui prévoit que le pharmacien peut se faire aider par des collaborateurs en pharmacie, par des préparateurs en pharmacie. Et bien sûr, au niveau du même texte, l'élargir, il va falloir l'amender, donc de développer davantage le texte en mettant en place donc, un certain nombre de tâches que doit et que peut faire ce collaborateur en pharmacie. Donc il peut se faire aider par des collaborateurs en pharmacie qui sont chargés notamment de dispenser des médicaments, de donner des conseils, etc. C'est-à-dire permettre à ces collaborateurs d'exercer pleinement un certain nombre d'actes pharmaceutiques que la loi actuelle, c'est la loi 1704, réserve uniquement au seul pharmacien. Docteur Bianco, dans 5 minutes. Là, je termine tout de suite. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie infiniment Dr Maïwoud. Je suis désolé si je vous ai interrompu, mais on est tenu un peu par le respect de temps. Donc déjà, je remercie la salle pour être resté jusqu'à cette heure tardive, justement pour honorer nos intervenants avec votre présence. Donc je vous remercie au nom du comité de salle. كنشكر جميع المتدخلين يعني اللي انترفونوا اللي حضروا معنا كامل على جوده ديال التقديمات اللي قدموا لكم هذا النهار هذا، وكنظن بان بزاف منكم اليوم يعني فهموا بين قوسين يعني فين واصل هذا المشروع وفين ماشي ان شاء الله، ونبقاو ان شاء الله على واحد النوع من الامل على اساس ان هذا المشكل غيكفي، لان حل المشكل غيكحل بالنسبه للمهنه عامه. الان انتم البرنامج ديالكم باقي مستمر لان فهمتوا مازال كاين عندكم طنبوله وبزاف غيكونوا كيسناو الطنبوله ديالكم، مي ضروري ما غندوزو لواحد العاده اللي اخذتها على العاتق ديال دائما جمعيه التضامن، وهو التكريم ديال يعني لي زانترفونون اللي يحضروا معنا. وهنا كننادي على الاخ حسين إمرهان باش يقدم محمد معيوط بمناسبه التقديم ديالو لانترفونسيون في هذا اللقاء هذا.
ديالو غنسافر ان شاء الله. شكرا. دونك على الاخت سميره اخذ زديك باش تعطي ضمن الهديه الصديق ديالنا اخذنا الدكتور الراشي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن خصنا حنا نعطيوك هديه بجهدنا. دونك ديال الشكر كبير للحضور ديالك والمسانده ديالك الدائمه والاقتراح تاعتي بانك حاضر وحنا معك حاضرين جميع الصيادله اللي غيكونوا مقدورين يساعدوكم فهما مستعدين يساعدوكم. شكرا جزيلا سيدي. دونك غادي نادي على الامين عبد الرحمن اي تبع باش في الهديه التكريميه للحاج يوسف بيه. دونك كنشكركم بزاف وغادي نضربوا لكم موعد باش تكونوا ان شاء الله حاضرين غدا بنفس الحضور. كون غدا غادي يكون الدوزيام بانيل اللي غيكون اكسي سيغ فوتر ترافاي دو تو لي جور، نوتر ترافاي دو تو لي جور اللي متعلق بلو كونسيي اونوفيسي. دونك غادي يكونوا حاضرين معنا دوز انترفونون ان شاء الله، منهم دكتور حرقيل صيدلاني متخصص في البيولوجي اللي هو بيولوجيست واللي غيتكلم لنا ان شاء الله على الكاليتي